Bien le bonjour jeunes gens, comment allez-vous? Alors oui, aujourd'hui on se retrouve à l'appart, à la maison, au studio, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout royalement. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez compris, vous l'avez su, vous l'avez vu. J'ai fait une story en disant, bon, la vidéo d'Urbex vous a bien plu. Malheureusement, je ne peux pas faire ça tous les jours, par souci de déplacement, de c'est loin, faut trouver des endroits, Il fait froid aussi, j'aime pas le froid, là, il fait à nouveau froid, j'aime pas, c'est chiant le froid. Non, plus sérieusement, on va essayer de refaire des trucs un peu à la maison, mais du coup, on a fait un petit vote, enfin, j'ai fait un petit vote, je vous ai proposé soit de raconter des histoires en voix off, ou alors d'autres trucs, et vous avez voté à 100% voix off. 100% voix off, ok? Même Macron et Marine Le Pen n'ont pas eu un si bon sondage. Donc du coup, on part sur des petites histoires de légendes urbaines qui se sont passées au Japon, qui se sont passées ou qui sévissent encore au Japon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est une bonne question. Ce sont bien entendu des histoires d'horreur, parce que vous aimez ça, vous aimez le frisson. Bien que vous soyez des poules mouillées, vous aimez les frissons. Et je vous comprends tellement. Donc on va partir, là, tout de suite, sur la première histoire. Hanako-san, la fille des toilettes. Hanako-san est l'une des légendes les plus populaires, les plus effrayantes du folklore japonais. Cette légende urbaine Hanako-san touche principalement les enfants et les adolescents. En effet, la légende raconte celle d'une jeune fille qui hanterait les toilettes des lycées et des collèges. Cette légende est aussi nommée Toile no Hanako-san, qui veut tout simplement dire Hanako des toilettes. Les mythes qui planent autour de Hanako-san sont divers et variés. Chaque région de l'archipel japonaise possède une version différente. Ainsi, l'apparence de Hanako diffère considérablement. Certains la décriront comme étant une jeune fille à l'allure typiquement écolière, les cheveux noirs, coupés au carré, portant une chemisette blanche, ainsi qu'une jupe rouge. Tandis que d'autres la décriront davantage comme l'archétype du Yulei. Mais qu'est-ce qu'un Yulei? Yulei est un titre générique qui décrit l'ensemble des spectres de la mythologie japonaise. Yu qui signifie sombre, et Rei qui signifie âme ou esprit. Plus rarement, ceux-ci sont appelés Borei, esprit trépassé, ou encore Shiryu, esprit mort. Dans les croyances et les mythes japonais, chaque corps possède une âme. Lorsque la mort vient, cette âme que l'on nomme l'Aikon se détache de son corps et attend d'être purgée de ses peines. Selon certaines versions de l'histoire, Hanako est une jeune enfant ayant été assassinée durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elle voulait se cacher dans les toilettes, elle a été tuée par le bombardement. D'autres, en revanche, voient Hanako comme étant une jeune fille, cette fois-ci plus mature. Elle se faisait attaquer par l'un de ses proches, que ce soit professeur, membre de la famille ou ami. Elle voulait se cacher dans les toilettes. Mais c'est ici qu'elle a découvert son trépas. D'autres encore la voient comme une élève s'étant volontairement donné la mort, dans les toilettes bien entendu, ou qui aurait sauté par la fenêtre. Dans tous les cas, le Haikon de Hanako n'a pas pu trouver la paix, puisqu'elle a été animée de sentiments forts lors de ces derniers instants. Ainsi donc, Hanako-san entrait les toilettes du 3e étage, du 3e cabinet du toilette du 3e étage. Personne ne l'a appelé Mimi Géniarde, mais pourtant ça y ressemble beaucoup. Il est également à noter que dans la majorité des légendes, Hanako ne s'en prend pas directement aux enfants, à condition que ceux-ci évitent de la croiser et évitent, bien entendu, de la perturber. Selon la légende urbaine, il est prohibé de se placer face au miroir des toilettes du 3e étage et de prononcer 3 fois le nom de Hanako-san. Sans quoi, elle apparaîtrait derrière l'avocateur et l'emporterait avec elle dans le cabinet des toilettes. Si un élève souhaite utiliser le cabinet des toilettes du 3e étage, il doit alors toquer 3 fois à la porte et demander « Est-ce que tu y es, Hanako-san ?» Si celle-ci répond « Oui, j'y suis », alors il vaut mieux éviter d'y entrer. Cette pratique n'est pas sans rappeler la légende européenne de Bloody Mary. Il y a également une autre méthode de faire fuir Hanako-san. Il est dit que si on lui montre de bonnes notes, elle ne se montrera pas, car c'était une mauvaise élève, et donc elle a peur des mauvaises notes. Encore faut-il pouvoir utiliser cette technique. Au Japon, un certain nombre de tabous tournent autour de ces lieux d'aisance, qui sont considérés comme des lieux sales, impurs. Ce qui explique pourquoi la légende de Hanako-san s'est si facilement enivrée des esprits des Japonais. C'est à partir des années 80 que la légende de Hanako-san s'est fortement popularisée au Japon, à tel point que les filles elles-mêmes ne montaient plus dans les toilettes du 3e étage. Car cela faisait beaucoup trop peur et elles avaient beaucoup trop peur de tomber sur Hanako-san. Depuis lors, elle est souvent représentée dans des médias modernes, dans les films, les bandes dessinées
ou les dessins animés. Et voilà, ce fut la première histoire, l'histoire de Hanako-san. Est-ce qu'elle vous a plu? À vous de me le dire dans les commentaires. À présent, on va passer à la seconde histoire, une histoire un peu plus courte, avec moins de détails. On ne sait même pas comment elle a pu se créer cette histoire. Mais elle reste plutôt flippante. Et pour les plus superstitieux d'entre vous, je pense que vous aimerez bien. Satoru-kun, le garçon omniscient. On ne sait pas vraiment qui est Satoru-kun. Certains m'ont parlé de fantômes, d'autres de démons ou encore d'esprits. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, puisque l'une des règles principales lorsqu'on l'invoque est de ne pas le regarder. Et la seule chose que l'on sait, c'est qu'il est probablement un jeune garçon, d'après sa voix. On n'appelle pas Satoru-kun juste pour le plaisir, juste pour s'amuser. Satoru-kun, lorsqu'on l'invoque, c'est pour obtenir la réponse à une question. Car en effet, Satoru-kun est un garçon omniscient. Il voit le passé, le présent et le futur. Il répondra donc à n'importe quelle question, mais seulement à une seule question. Le rituel d'invocation selon la légende est très simple. Il vous suffira d'un téléphone portable, un téléphone à cabine à pièce et d'une pièce. Insérez une pièce dans la cabine, puis appelez votre propre numéro de téléphone. Décrochez, puis répétez 3 fois Satoru-kun, comme ceci. Satoru-kun, Satoru-kun, Satoru-kun. Raccrochez le téléphone cabine, puis rentrez chez vous. Le soir, Satoru-kun vous appellera une première fois sur votre téléphone et vous indiquera où il est. Il vous rappellera plusieurs fois pour vous annoncer l'avancée de son chemin jusqu'à votre domicile. Puis Satoru-kun vous appellera une dernière fois. À ce moment-là, il vous dira « Je suis derrière toi ». Il faudra alors poser très rapidement et très clairement votre question. Puis, Satoru-kun vous répondra et il disparaîtra. Lorsque vous invoquez l'esprit, il y a 4 règles très importantes à suivre. Ne pas essayer de voir Satoru-kun, ne vous retenez pas quand il est derrière vous. Ne pas essayer de toucher Satoru-kun, en reculant par exemple. Ne pas appeler Satoru-kun si on n'a pas de questions à lui poser, ou si on connaît déjà la réponse à la question. Numéro 4 est l'une des plus importantes. Posez très rapidement votre question. Et il vaut mieux s'entraîner à poser la question avant, parce que si tu bégayes, c'est pas cool. La légende veut que si vous bafouez l'une de ces règles, Satoru-kun vous emporte avec lui en enfer. Au moins il fera chaud là-bas. Bien entendu, pour les plus superstitieux d'entre vous, ceux qui croient vraiment aux esprits, je pense que pour vous, il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses, car vous risquez de vous faire vraiment peur, et peut-être même de risquer votre vie dans le sens où, par envie qu'il se passe quelque chose, vous allez inconsciemment faire quelque chose de dangereux. Alors que pour les non-superstitieux, je pense que vous allez juste essayer, vous dire ça va pas marcher, du coup ça va pas marcher, vous serez déçus, et voilà, fin de l'histoire. En général, ça c'est drôle, parce que moi-même je suis pas superstitieux, et quand je fais des trucs qui sont censés être fantomatiques, paranormales, il se passe jamais rien. Alors que les personnes superstitieuses, même quand elles veulent pas qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Donc est-ce qu'au fond il faut vraiment y croire pour que ça marche ? Ou est-ce tout simplement une question de superstition, donc psychologiquement, les superstitieux pensent que c'est paranormal, alors qu'en fait, il y a des explications rationnelles, et du coup, les non-superstitieux, peut-être que pour eux, en fait, il se passe quelque chose de paranormal, et eux, ils ont une explication rationnelle, et alors qu'en fait, peut-être que c'est pas rationnel, je ne sais pas. Peut-être que ça existe vraiment, et ça fonctionne en fonction de nous, peut-être que ça n'existe pas, et c'est juste psychologique, difficile à dire. Mais ma foi, on va tout de même passer à la prochaine histoire, qui sera cette fois un peu plus longue, un peu comme la première, et qui est... ouais, je dirais qu'elle est bien flippante. J'ai vraiment bugué, j'ai fait... Je suis un paquebot, je fais des bruits de paquebot. Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Dans les légendes fantastiques et la mythologie japonaise, Kuchisake Onna, littéralement retranscrit par la femme à la bouche fendue, est le fantôme d'une femme bafouée et trahie par son mari. Transformée alors en esprit malin, en esprit vengeur, elle erre et tue les hommes ou les enfants, selon le même procédé que son propre meurtre. Au fil du temps, la légende a pris des tournures différentes. Elle a souvent été déformée, et donc, l'histoire dite originale n'est pas forcément la même que l'histoire moderne. L'histoire se déroule il y a quelques centaines d'années, lors de l'ère Heian au Japon. Celle que l'on nomma par la suite la femme à la bouche fendue était en réalité la femme, ou bien la concubine, d'un samouraï fort jaloux. Elle était décrite comme étant une très belle femme, quoique peu fidèle à son époux. Après moult tromperies en tout genre, le samouraï se sentant totalement déshonoré et trahi, il décida donc de la tuer de la pire manière possible. Il lui trancha la bouche, de la commissure jusqu'aux oreilles, tout en lui criant « Qui te trouvera belle désormais ?» On raconte qu'aujourd'hui, la femme à la bouche fendue se présente avec un masque chirurgical qui cacherait son sourire béant, vêtue de longs et sombres habits et armée d'une longue paire de ciseaux.
Changée en esprit vengeur, elle erre, telle une âme en peine à la tombée de la nuit. Principalement dans les campagnes. Lorsqu'elle rencontre un enfant, elle s'approche lentement de lui. Elle lui demande « Suis-je belle ?» Si l'enfant lui répond « oui », et c'est alors qu'elle retire son masque. Souriante, elle laisse apparaître sa bouche béante. Elle lui demande alors « Même comme cela ?» À ce moment, si l'enfant répond « Non », elle le tue sur le champ. Mais s'il répond « Oui », alors elle le suit jusqu'à chez lui et le tue sur le pas de la porte. Dans certaines autres versions, ces victimes ne sont pas des enfants, mais des hommes. Si la victime répond « Oui » par 2 fois, alors elle lui offre un énorme rubis rougeoyant et disparaît. Certains disent que lorsque l'on rencontre la femme à la bouche fendue, le seul moyen de survivre est de lui dire qu'elle est neutre, ni belle, ni laide. Alors elle nous laissera tranquilles. D'autres encore préconisent de lui retourner la question. Ce changement de situation la fera paniquer, puis elle s'enfuira. La légende de la femme à la bouche fendue eut un certain impact sur la culture japonaise. Vers la fin des années 70, la légende atteignit son apogée et se transforma, telle une psychose, dans l'esprit des Japonais. Les enfants refusaient de sortir de chez eux. Les parents ordonnaient aux enfants de rentrer en groupe de l'école par peur qu'ils tombent tout simplement sur la femme à la bouche fendue. Les adultes eux-mêmes commençaient à douter de la fictivité de la légende. Il leur a fallu attendre pas moins de 20 ans avant que la paranoïa se calme, que cette légende sorte des esprits des Japonais, et vers les années 90, les adaptations finissent par arriver. Voilà la douce histoire de Kushisake Onna. Plutôt intéressante, plutôt flippante, on ne veut pas tomber sur elle la nuit. Une histoire qui a tenu très longtemps dans les légendes japonaises, et qui ont fait peur aux nations japonaises, vraiment aux enfants. Il a vraiment fallu pas moins de 20 ans pour que toutes ces histoires sortent de la tête, de la folie, de la paranoïa des Japonais. C'est vraiment une histoire qui leur a fait peur très longtemps, qui leur a fait perdre beaucoup de temps, j'imagine aussi, car les enfants n'ont pas vraiment pu profiter de leur jeunesse à pouvoir sortir, s'amuser dehors les soirs d'été. Tout ça par peur de cette légende urbaine. On espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Je dis on, mais je parle de moi. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets à traiter. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et bisous sur Petite Miche bien moelleuse.